fonctionnement de cet outil dont je vais vous dire deux mots correspond au temps des RPL. Voilà, donc ça nous semblait intéressant de le mettre en route maintenant. Au XVIIe siècle, nous avions un problème important, l'impossibilité de se situer exactement sur la planète à l'occasion des grands voyages, terrestres ou maritimes. C'est l'époque où on ne pouvait calculer que la latitude, c'est-à-dire ces tracés théoriques horizontaux sur le globe et l'impossibilité de calculer la longitude, l'un et l'autre étant le seul moyen de se positionner exactement. Au XVIIe siècle, on faisait, lors des grandes navigations océaniques, on se contentait de courir à la latitude, c'est-à-dire de chercher un rail horizontal qu'on pouvait calculer à l'époque pour essayer d'arriver autant que possible au point attendu, le port, l'île ou l'élément vers lequel on se dirigeait, sur terre un peu, mais aussi sur mer. Quand on était au large et qu'on avait perdu tous les points de repère terrestres, on appelle le cabotage, donc je vois l'île, la côte, le phare, ça va bien, je sais où je suis. Puis quand on se retrouve au milieu de l'Atlantique ou de l'océan Indien ou de l'océan Pacifique, et ben là, il n'y a plus que les étoiles pour s'en sortir. Les États européens concernés, Angleterre et France, à vouloir absolument trouver le moyen de conserver l'heure exacte sur les navires, lui-même déterminant la possibilité de calculer la longitude. On avait donc sur les navires, à partir de ce moment-là, deux objets couplés, un octant puis sextant et un chronomètre, c'est-à-dire ceux qu'on a réunis dans la vitrine ici du musée dans lequel il est en permanence, pour pouvoir calculer latitude et longitude. Alors ce problème est devenu tellement important au début du XVIIIe siècle que ces États vont essayer de forcer, de susciter la découverte scientifique permettant de calculer la longitude. C'est ce que le roi d'Angleterre fait en 1714 avec ce qu'on appelle le Longitude Act. C'est une grosse somme d'argent qui est promise à celui qui va inventer le moyen de conserver l'heure exacte sur les navires. Alors on avait évidemment essayé avant, on emmenait les horloges de l'époque sur les navires qui se déréglaient très vite. L'heure était au bout de quelques jours et quelques semaines complètement faussée et empêchait de pouvoir avoir le sextant, ce qu'on appelait les tables lunaires, et une horloge pour faire le point exact aux étoiles, latitude et longitude. Sauf que comme l'heure était plus bonne, le calcul était faussé, on se plantait de X mille ou dizaines de mille et on ratait le point d'arrivée, avec les conséquences que je vous invite. Les essais d'expérimentation en 1770-80, ça y est, le chronomètre de marine est dorénavant sur les navires et on peut y aller franchement dans les grandes navigations océaniques avec beaucoup plus de sécurité. Et vous voyez d'ailleurs que, comme par hasard, l'explosion des découvertes océaniques, des grandes navigations, des circumnavigations, c'est justement à ce moment-là, notamment parce que dorénavant, on est sécurisé par cet objet. Alors, ça c'est plus stable, plus horizontal ou le moins affecté par les coups de mer, donc c'est comme ça, des grands mouvements verticaux, ou comme ça, et les trois en même temps, tant qu'à faire. Voilà. Donc les marins ont le pied marin, par contre l'horloge elle la voile. Voilà. Donc le système est fait en sorte pour que la boîte bouge énormément et le truc lui bouge moins. Voilà. Vous voyez que le cardan c'est ça, c'est un double système de suspension de la boîte d'horlogerie elle-même sur quelque chose qui bouge comme ça, mais qui est lui-même sur quelque chose qui bouge comme ça. Hein? C'est en fait l'ancêtre des systèmes gyroscopiques. C'est ça les origines des gyroscopes. Le mécénat de l'entreprise Plasticomium en 2015 de cet objet. C'est le numéro 400 de la production de James Hatton, J. Hatton London. On a exactement l'adresse de son atelier, c'est bien connu, et on suit sur la planète les quelques exemplaires d'Hatton subsistants. Parce qu'un chronomètre de marine vers 1800, il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Donc celui-ci, c'est le 400e. Il y a dans une collection privée le numéro 203, il y a au CNAM à Paris le 319, et il y a à Greenwich le 346. Celui-ci, c'est le 400. Voilà. Donc, on est vers 1805-1810.
Il y a le petit mode d'emploi. Pour info, il nous permet de savoir qu'il a été affecté à l'East India Company. Alors là, ça, c'est super. Parce que non seulement l'objet est important, vraiment, il est très symbolique des grandes inventions scientifiques du XVIIIe siècle, et puis il n'a pas été sur n'importe quel navire, et là, on n'a jamais eu le temps de pousser l'enquête plus loin, de savoir sur lequel des bateaux, peut-être qu'en archive, on arrivera à le trouver, de l'East India Company, il a été affecté, c'est-à-dire des grandes compagnies commerciales mondiales qui allaient chercher les fameux objets, aliments, matières précieuses à l'autre bout du monde pour les ramener en Angleterre. Je le mets de mon côté. Alors, c'est pas simple pour que tout le monde voit. Là, il y a ça. Hop là. Vous marquez première chose, sécurité des sécurités, c'est fermé. Donc il faut bouger le truc comme ça pour pouvoir entrer la clé dans le trou. Donc elle-même, la clé, le trou d'accès à la serrure est protégé du sable, de l'eau éventuelle. Donc on fait ça, on a engagé la clé. Et avons remonté, alors subtilité de ces subtilités, en tournant à gauche à l'anglaise. Et oui, pas à la française. Donc vous avez vu qu'ici, le moyen de se rappeler où on est là. Ça c'est pour lire l'heure, et là vous avez un petit truc qui décompte les 8 jusqu'au début du 9e jour. Il est à 0. Vous voyez, ça ne fait pas tic-tac, il ne se passe rien, il est arrêté. Donc notre jeu symbolique maintenant, Monsieur le Président des RPL, c'est de remonter le truc jusqu'au bout, en douceur, pour pouvoir... Vous l'avez déjà remonté? Alors notre chance, c'est qu'on a acheté cet exemplaire qui fonctionne, sinon on ne pourrait pas jouer là maintenant. Il a été révisé, quand on l'a acheté, on a obtenu avec quelques documents, notamment le certificat de sa dernière révision qui avait été faite à Paris en 1924, qui veut dire qu'il est probable qu'il ait fonctionné régulièrement pendant au moins un siècle. C'est pas si étonnant que ça, c'est des objets très précieux qui étaient entretenus, qui valaient cher à l'achat, qui étaient entretenus. Voilà. Petit ergot, je vais faire un truc qu'on déteste tous faire. Et voilà, je viens de le secouer brutalement vers la gauche et il s'est mis en route. Ça fait partie des gestes qu'on ne fait jamais dans les musées, de secouer les objets brutalement. Et là, c'est obligatoire. Voilà, ça y est, c'est parti.